Bonsoir les élèves de la première secondaire, première langue française. Ravi de vous rencontrer ce soir sur la plateforme officielle, la plateforme directe du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement. Alors, on commence. C'est parti. Dans cette séance, qu'est-ce qu'on va travailler exactement? On va travailler la compréhension écrite, comme toujours. La leçon Une éco-école. C'est un texte, une compréhension intitulée Une éco-école. De la grammaire, le qui suivi. La grammaire, c'est comme révision. Le qui suivi 2 ans de vacances aussi comme révision. Et situation et finalement traduction. Alors, vous êtes prêts et prêtes? C'est parti, on commence, on se lance au travail. Voilà, lis le document suivant, puis réponds aux questions éco-école. Beaucoup d'établissements scolaires respectent aujourd'hui des normes de haute qualité environnementale. À Poitiers, le lycée Kyoto est 100% énergie propre. Il est conçu pour ne pas consommer d'énergie fossile. Ses besoins en énergie sont réduits, notamment grâce à la régulation de l'éclairage artificiel en fonction de la lumière du soleil et à une production d'électricité grâce à des panneaux photovoltaïques. Mais ces établissements bien conçus ne se montrent vraiment performants que si les élèves et le personnel participent à l'effort d'économie d'énergie. Par exemple, ne pas laisser les fenêtres ouvertes ou les lumières allumées en quittant une salle, signaler les fuites de robinet ou de chasse d'eau, participer à un tri rigoureux des déchets. Le label Éco-École. C'est un label international d'éducation à l'environnement et au développement durable délivré par l'Office français, la FEEE, Fédération pour l'éducation et l'environnement. Voilà, c'est le sigle. En Europe, F, c'est Fédération, éducation, c'est le E, le deuxième E, c'est l'environnement, le troisième, c'est Europe. Donc, ça fait FEEE. Alors, je reprends le paragraphe. Le label Éco-École. C'est un label international d'éducation à l'environnement et au développement durable délivré par l'Office français, la FEEE, organisme agréé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Depuis 12 ans, près de 35 000 établissements dans 40 pays œuvrent pour obtenir et conserver ce label. Ils travaillent sur 5 thèmes prioritaires: l'alimentation, la biodiversité, l'eau, les déchets et l'énergie. Le coût de la protection du milieu naturel est beaucoup plus faible que le coût de sa reconstitution. Alors, on commence les questions. Choisis la bonne réponse. Qu'est-ce qu'une éco-école? Alors, il s'agit de quel type d'école? Une école d'investissement international, une école suivie par la Fédération pour l'éducation, une école qui suit des normes environnementales, ou bien une école avec des frais chers. Je vous donne la chance de réfléchir une seconde. Une seconde. Réponse. Voilà, c'est une école qui suit des normes environnementales. Très bien. Donc, une éco-école, c'est-à-dire une école qui suit ce verbe suivre, des normes environnementales, c'est-à-dire qui dépendent de l'environnement. Numéro 2, l'école Kyoto a réduit ses besoins d'énergie en obtenant le label éco-école, en réglementant l'éclairage artificiel laissant les fenêtres ouvertes, en évitant les panneaux photovoltaïques. Une seconde pour réfléchir. Ça va, la seconde est passée. Réponse, l'école Kyoto a réduit ses besoins d'énergie en réglementant l'éclairage artificiel. C'est-à-dire réorganiser, organisation, de nouveau de l'éclairage artificiel. Bien. Question 3. Le label Éco-École est un certificat qu'obtient l'école qui travaille sur des thèmes écologiques, ou bien c'est un certificat de la ministère de la Jeunesse et des Sports, un certificat qu'obtiennent toutes les écoles, un certificat montrant la capacité langagière des écoliers.
Numéro B, il y a une erreur, un certificat du ministère. Réponse, très bien, c'est un certificat du ministère de la Jeunesse et des Sports. Bon. Quatrièmement, faire le tri des déchets, c'est-à-dire séparer les déchets selon leur matériel, les jeter dans des lieux spécialisés, les donner à des organisations de déchets, se débarrasser des déchets n'importe où. Une seconde pour réfléchir. Passer la seconde. Faire le tri des déchets, c'est séparer les déchets selon leur matériel. Maintenant, on passe au vocabulaire. Choisis le synonyme convenable d'après le document. Consommer, ça veut dire terminer, compléter, utiliser, détruire. Synonyme de consommer selon le texte, on vous dit. Une seconde pour réfléchir. Alors, consommer, c'est-à-dire quoi? Terminer. Dans ce texte. Bien. Performant, synonyme de efficace, inadapté, semblable, approprié. Synonyme de performant. Bien, la seconde est passée, voilà, efficace. Performant, c'est-à-dire efficace. Bien. Signaler, synonyme de indiquer, communiquer, approfondir, absorber. Signaler. C'est le temps de répondre, voilà, signaler, indiquer. Rigoureux. On passe maintenant aux antonymes. Numéro 8, antonyme. Alors, choisis l'antonyme convenable d'après le document. Rigoureux, antonyme de flexible, logique, ponctuel, rude. Rigoureux, flexible, logique, ponctuel, rude. Si on rejette un mot, deux mots, je ne sais pas, rigoureux, on peut rejeter quel mot? Rude, oui, tout à fait. Flexible, non, je laisse. Logique, je peux jeter aussi, on rejette logique. Réponse alors. Maintenant, rigoureux, l'antonyme de flexible. Rigoureux, c'est être strict, un peu difficile. Et flexible, tout à fait le contraire. Facile à plier et facile à accepter un petit changement. Voilà, c'est être flexible, un peu mou avec. Bon, réduit, antonyme de plein, diminuer, accélérer, amplifier. Réduit, l'antonyme plein, diminuer, accélérer, amplifier. Une seconde. Oui, réduit, antonyme de amplifier. Amplifier, c'est-à-dire agrandir, rendre plus grand, plus vaste. Ça dépend du contexte et bien sûr, réduit le contraire. Bien. Antonyme de consommer, gaspiller, produire, accomplir, utiliser. Antonyme de consommer. Bien, c'est produire. Parce que consommer, je consomme la boisson, je la bois jusqu'à la fin. Produire, le contraire, je donne, je produis, je donne. Ça va maintenant? Alors, on passe deuxièmement. La deuxième partie, c'est lecture suivie. Votre roman cette année intitulé 2 ans de vacances. Voilà un extrait de votre roman, je vais le lire. Suivez avec moi. Lisez bien les phrases suivantes, puis lisez bien les phrases suivantes, puis répondez aux questions. Une quinzaine d'enfants de 8 à 14 ans et un chien sont à bord d'un navire léger Sluggy dans le sud de l'océan Pacifique. Ces enfants sont pensionnaires à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Ces enfants sont aussi pensionnaires, ça c'est répéter la phrase, ils ont embarqué sur le au début de leurs vacances pour un voyage en mer autour. Bon, le Sluggy alors, au début de leurs vacances pour un voyage en mer. Le 9 mars, je monte en haut s'il vous plaît, les enfants et le mousse, seuls membres restants de l'équipage du navire, sont montés sur le bateau le 14 février au soir, tandis que le reste de l'équipage devait les rejoindre le lendemain.
Mais dans la nuit, le câble servant à retenir le navire a été détaché. Le Sloggy a commencé à être emporté par le vent. Le 9 mars 1860, à 11 heures du soir, dans le Pacifique Sud, le Sloggy est ballotté à cause d'une violente tempête. 3 des enfants et le Mousse Moko ont essayé de gouverner le bateau, mais le vent avance le navire vers un rivage sur lequel une énorme vague, où se trouve le pensionnat Charmant. On dit Charmin en anglais. Où se trouve le pensionnat Charmant, dans la ville d'Auckland, capitale de la Nouvelle-Zélande. Pourquoi le 14 février, les élèves du pensionnat sont-ils contents? Ils sont contents parce qu'ils quittent pour 2 mois leur cher collège. Ils sont en vacances pendant 2 mois alors où il y a de la liberté. Bien sûr, tout le monde aime et adore les vacances, surtout les élèves, les étudiants. Bon, quel est le caractère de Donifon, un des enfants? Il est un garçon très intelligent qui n'aime jamais perdre ce qu'il fait. Il veut dominer partout où il se trouve. Qui est Fan? Alors, Fan est un chien de chasse qui appartient à Gordon. Quand les enfants arrivent au bateau, qui est-ce qui les reçoit? Qui les accueille? C'est le Mousse Moko, un jeune noir de 12 ans qui les reçoit. Que font les enfants dès qu'ils sont sur le bateau? Ils décident d'aller se coucher. Ils décident d'aller se coucher et dorment bientôt d'un profond sommeil. Alors, on a révisé maintenant une partie de votre roman. Et le prochain cours, nous allons faire une révision plus détaillée. Enfin, veuillez bien, je vous conseille de bien lire. Vous avez 3 chapitres à lire. Relisez les 3 chapitres pour être prêt et prête pour la révision prochaine. Bien. Maintenant, je passe à une nouvelle partie de notre séance. C'est la langue. Une révision toujours. Alors, choisis la bonne réponse. Il s'est brûlé en prenant son café. Là, en prenant son café. En prenant. Qui me dit quelle est cette structure-là? À quel temps est conjugué ce verbe? Qui peut me dire? En prenant. Alors, en prenant, c'est le mode comment gérondif. Et vous avez déjà appris comment je fabrique, comment je fais le gérondif. C'est la préposition en plus le verbe, terminaison ant à la fin. C'est-à-dire en plus le participe présent du verbe. Le participe présent du verbe, comment je le repère? Je le prends de la racine du présent avec la première personne du pluriel, avec nous. J'enlève ONS, je barre ONS, je mets à la place AN, sauf le verbe avoir. Qu'est-ce qu'il fait alors? On dit ayant, A-Y-A-N-T. Voilà, c'est un verbe exceptionnel. Le verbe être pareil. Alors, on dit étant, E accent aigu, T-A-N-T. Et aussi un troisième verbe, le verbe savoir, on dit sachant. Voilà, remarquez bien, c'est le radical a tout à fait changé. C'est pas à partir du présent avec nous. Non, non, non. C'est pas comme la règle générale. Je reprends une deuxième fois pour trouver le passé présent d'un verbe. Je le conjugue à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Je barre ONS, j'ajoute au radical obtenu le suffixe ANT. Et en tout, EN, préposition EN avec un passé présent, les deux, alors ça me donne ce que j'appelle quoi? Le gérondif. Et récemment, on a fait le gérondif un mode, un nouveau mode de conjugaison. D'accord. Le gérondif, à savoir, il désigne beaucoup de quoi? De sens. Il peut désigner, comme vous avez déjà appris bien sûr, la condition, parfois la manière, et parfois le temps, parfois la condition, parfois la cause, et voilà. Maintenant, on passe. On vous dit quelle est la valeur maintenant de ce gérondif dans cette phrase. Il s'est brûlé en prenant son café. Il exprime quoi? La cause, bien la conséquence, bien le temps, ou bien le but. On me dit, madame, qu'est-ce qu'on peut rejeter des 4? Qui sait? Qu'est-ce qu'on rejette comme réponse des 4? Est-ce que moi j'ai évoqué le but? Non. Donc je rejette D. La réponse D n'est pas avec nous. La conséquence non plus. Je n'ai pas dit que le gérondif exprime la conséquence. Je ne l'ai pas dit. Donc je rejette aussi la réponse B. On a rejeté 2 maintenant. B et D hors du compte. Maintenant nous avons le A et le C. La cause et le temps. Alors, bien, c'est ça. C'est la cause. C'est brûlé. Pourquoi? Alors, c'est en prenant son café. D'accord? Je veux dire aussi que la phrase désigne aussi le temps. Et c'est brûlé quand? En prenant son café. Ça va?
Avant, suspension, des prix, ces vêtements étaient chers. Avant, une préposition qui désigne le temps. Après avant, j'ai alors deux réponses possibles. Avant seulement me donne un nom commun après. Avant la rentrée, avant le lever du soleil, avant la disparition de la lune, etc. Si je mets avant deux, alors là, je dois mettre l'infinitif. Avant de prendre son train, il faut réserver un... Alors, avant de monter en avion, il faut saluer les amis. Alors, avant de, j'ai mis un infinitif après. Là, j'ai avant seulement. Et j'ai un verbe infinitif. Est-ce qu'il va compter parmi mes choix? Bien sûr que non. Réduire, rejeter. Parce qu'avant plus un nom. J'ai la phrase B, l'augmentation. Alors, la réponse C, la réduction. La réponse D, réduite. Réduite, c'est un participe adjectif. Aussi, rejeter. Réduire, infinitif, rejeter. Réduite, participe adjectif, rejeté. Qu'est-ce qui me reste comme choix? B et C. Là, je recours au sens de la phrase. Avant des prix, ces vêtements étaient chers. Avant quoi? L'augmentation des prix, ces vêtements étaient chers. Avant la réduction des prix, ces vêtements étaient chers. Le sens vous invite à prendre quel choix? Voilà la réduction des prix. Ces vêtements étaient chers. C'est-à-dire, par exemple, j'achète une robe ou bien un costume à 2000 livres. Alors, c'était à 3500. Donc, c'était comment? Alors, plus cher. Bien. La suivante. Après ce film, je suis déçu. Ce film, je suis déçu. La préposition après, comme avant, désigne aussi le temps. Mais après a une particularité. On dit après plus infinitif passé. L'infinitif passé, c'est un mode qui renferme deux temps, un temps simple et un temps composé. Comme tous les temps, tous les modes de la conjugaison. Il y a des temps simples et des temps composés. Le temps simple, c'est l'infinitif, c'est-à-dire être, avoir, savoir, faire, éteindre, etc. Infinitif passé, c'est-à-dire l'auxiliaire, avoir ou être à l'infinitif présent, plus participe passé du verbe. Comme j'ai dit, avoir bu, avoir chanté accent aigu, avoir fait, avoir fini, i. Si c'est avec être, être tombé, être passé, être descendre, être, pardon, descendu. Voilà. Maintenant, je regarde le choix. J'en ai 4 choix comme d'habitude. Être vu, voir, la vue, avoir vu. Qu'est-ce que je rejette des 4 choix? Être vu, c'est infinitif passé. Je le garde. La réponse D, avoir vu, je le garde. Je vais la garder avec mon choix. Je rejette voir, la réponse B. Rejeter, c'est infinitif seulement. Ça ne va pas. La vue, c'est un nom commun. Tout à fait impossible. Donc, mon choix repose sur le A et le D. Après être vu ce film, ou bien après avoir vu ce film, est-ce qu'on est vu ou bien avec avoir, on a vu? Le verbe voir se conjugue avec avoir. Donc, le plus correct, c'est, voilà, comme vous avez deviné, c'est la réponse comment? La réponse D. Après avoir vu ce film, je suis déçu. 16. Dans 2 jours, les enfants, suspension, leur résultat. La préposition dans plus un indicateur de temps, groupe nominal de temps, peu importe. Dans plus du temps à côté, ce groupe-là indique que l'action, elle est encore à venir, qu'elle n'est pas encore réalisée. Donc, le temps qui me vient à la tête tout de suite, c'est le futur simple. Voyons maintenant le choix. Aurait. Ça, c'est quel temps aurait, mes chers élèves? Dites-le moi. Aurait. C'est radical futur et terminaison de l'imparfait. Ça vous rappelle quel temps? Oui, comme vous avez pensé, c'est le participe présent. Avait, c'est imparfait. Auront, c'est un futur. Tout à fait. Eurent, c'est un passé simple. Donc,
Lequel me convient des quatre? C'est la réponse comment? C. Voilà la réponse C. Dans 2 jours, les enfants auront leurs résultats. Très bien. 17. Je ne crois pas que ces étudiants arrivaient tôt. Je ne crois pas que ces étudiants. Alors, observons un peu le verbe croire. On l'appelle un verbe de tête, ou bien on dit comme grammaire un verbe d'opinion. Quand nous avons appris le subjonctif, on vous a appris que les verbes d'opinion à la forme négative ou interrogative me donnent une subordonnée complétive au subjonctif. C'est le cas de cette phrase. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ça évoque le doute un peu. Donc, c'est une des valeurs du subjonctif. Je ne crois pas. Donc, maintenant, un verbe d'opinion à la forme négative, je dois avoir comme réponse dans ma subordonnée un subjonctif. Consultons alors les choix que nous avons. Puisse, c'est un présent. Oui ou non? Non, madame. Bien, on va voir ça. Peuvent, ah, c'est un présent. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Bien. Pouvaient, la terminaison, quel temps? Très bien. L'imparfait. Pourront, c'est, ou antiterminaison, c'est sur. Alors, la réponse A, puisse, c'est un verbe au subjonctif. Qui me dit c'est quel verbe il s'agit maintenant? Verbe pouvoir. Bien, c'est un verbe exceptionnel et régulier au mot subjonctif. Je puisse, que tu puisses, voilà. Ces étudiants puissent arriver tôt. Très bien. Je crois pas. Ces étudiants puissent arriver tôt. Bien. La phrase dit quand il, verbe être, non, à l'école, il a créé un groupe de rap avec son frère. Si nous avons à mettre 2 verbes ensemble, j'observe les choix que j'ai. A créé, été imparfait à créer, été créé, serait à. Alors, que dois-je rejeter des 4 choix? Ah, voilà, c'est le dernier. Serait à créer, il n'y a pas de combinaison entre ces 2 tons-là. Ça n'existe pas dans la grammaire. Donc, j'ai un choix avec le A, B et C. Là, je donne la réponse parce que je vais expliquer. Était, il a créé. Quand il était à l'école. Pourquoi ici l'imparfait exactement? Ça, c'est l'imparfait de narration. Quand je narre dans le passé, je dois adopter ici un imparfait. D'accord? C'est imparfait de narration. Il, verbe créer. Il a créé parce que le fait de créer n'a pas pris beaucoup de temps. Ça, c'est une idée. Parce qu'il y a autre réponse, je vais la passer maintenant. Quand il était à l'école, il a créé un groupe de rap avec son frère. Il a créé un groupe. Le fait de créer n'a pas été répété, c'est pas l'imparfait. N'a pas duré, c'est pas l'imparfait. Le fait de créer, c'est fait. C'est action accomplie dans le passé. Donc, c'est le passé composé ici qui exige l'emploi. D'accord? Merci bien. La phrase suivante. Alors, vous avez compris? Je termine avec 18, la grammaire, comme vous voyez. Moi, je passe à une nouvelle séquence de la séance. Choisissez la bonne réponse de la situation suivante. Nous parlons de quoi? De situation. Nous sommes dans une ambiance de révision, j'ai dit. Cette séquence-là, c'est les situations. Je viens avec vous. Vous devez participer à un concours à l'école. Un événement grave s'est produit chez vous. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous avez ici les pompiers, vous téléphonez à votre oncle en France, vous téléphonez au directeur de l'école pour lui expliquer la situation, vous envoyez un SMS à ton copain, à votre copain. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous devez participer à un concours à l'école, vous devez être à l'école, il y a un concours. Et qu'est-ce qui arrive? Voilà, un imprévu. Un événement grave s'est produit chez vous à la maison. Alors, qu'est-ce que tu fais? Très bien, c'est un bon choix. Vous téléphonez au directeur de l'école pour l'expliquer la situation parce qu'ils vont attendre ton arrivée. Alors, tout le travail sera raté à cause de ton absence. Alors, tu vas alors avertir l'école, le directeur, en premier, bien sûr, de l'imprévu qui s'est produit. La deuxième situation, vous êtes dans un taxi. Le chauffeur vous parle de quelque chose qui ne vous intéresse pas. Vous savez, parfois, il y a des chauffeurs qui sont bavards. Je ne sais pas si vous êtes en taxi avant cela, vous avez passé par l'expérience ou non, mais c'est ça, c'est leur habitude. Pour se montrer un peu gentil avec le client, ils commencent à improviser des sujets qui sont vraiment futiles pour le client. Alors, dans ce cas, vous êtes dans cette circonstance. Qu'est-ce que vous allez? Vous appelez la police secours,
vous appelez votre mère, vous criez quand il a dépassé la gare où vous deviez descendre, vous lui demandez gentiment de ne plus parler car vous devez réviser vos leçons. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je reprends, vous appelez la police secours, vous appelez votre mère, vous êtes en taxi, hein? Vous criez quand il a dépassé la gare où vous deviez descendre, vous lui demandez gentiment de ne plus parler car vous devez réviser vos leçons. Alors, la réponse c'est la dernière. Vous lui demandez gentiment, parce que nous sommes des gens bien éduqués, de ne plus parler car vous devez vous donner aussi un prétexte à votre demande et un prétexte qui est logique car vous devez réviser vos leçons. Très bien. Vous faites la queue pour prendre l'autobus. Quelqu'un passe devant vous. Vous faites la queue pour prendre l'autobus. Faites la queue, ça y est, se mettre en rang, file comme ça. Alors, quelqu'un passe devant vous, yani il veut vous précéder. Il vient devant vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous le grondez devant tout le monde. Vous lui présentez un jus d'orange. Vous le basculez à votre tour en prenant un air grave. Vous lui expliquez ce qu'il a fait sur un ton calme et précis. À vous, mes élèves, la gentillesse, c'est vous l'expliquez ce qu'il a fait sur un ton calme et poli. Il ne faut pas être agressif avec les gens. Même s'ils le sont avec nous, notre ton modéré, calme et doux peut capter cette colère-là, peut même la tuer, l'anéantir aussi. Quatrième situation, vous êtes dans un restaurant. La viande qu'on vous a servie n'est pas bien cuite. Comment réagir? Vous demandez au serveur poliment de changer le plat car il s'est trompé. Vous jetez le plat par terre en insultant le serveur, en lui disant un gros mot. Vous allez dans la cuisine du resto pour gronder le cuisinier. Vous partez sans payer les boissons que vous avez consommées. Alors, vous avez 4 choix impeccables. Bien, question de temps, je passe à la réponse. Voilà, vous demandez au serveur poliment de changer le plat quand il s'est trompé. Je ne vais pas lui dire, tu as mal fait, il ne fallait pas le faire, c'est pas ma commande, qu'est-ce que vous faites ici, où vous avez la tête? Non, gentiment et poliment, parce qu'il s'est trompé. Je lui donne même moi le prétexte qu'il s'est trompé. Très bien. Maintenant, on passe alors, production écrite. On vous dit quoi? Écris le sujet suivant. On vous donne alors la limite des mots. L'environnement et tout ce qui vous entoure. Rédige en 80 à 100 mots. Comment peux-tu vivre comme éco-citoyen? Quel geste pratiqueras-tu quotidiennement pour préserver la nature? Dans ce cas, alors, vous avez un sujet. Je vais souligner les mots-clés pour moi. Quels sont les mots-clés pour moi? Alors, comment vivre comme éco-citoyen? Donc, tu dois montrer que tu es vraiment un que veut dire un éco-citoyen? C'est un citoyen, un habitant du pays, c'est-à-dire un citoyen, un Égyptien, qui respecte l'écologie, respecte la nature autour de lui. Ne jette pas le papier par terre, comprenez, là, il ne dégage pas de la fumée de sa voiture. Voilà, alors respecter, n'est-ce pas, l'environnement. Ne pas gâcher les jardins, ne pas cueillir les fleurs, ne pas couper les herbes dans le jardin. C'est ça. Maintenant, quel geste pratiquerais-tu alors pour préserver, que j'ai préservé, garder sain et sauve, en sa nature, alors saine et sauve la nature, intacte, ne pas l'abîmer, ne pas cueillir les fleurs dans le jardin, parce que les fleurs, c'est pour embellir. Toutes les plantes, c'est pour nettoyer l'air que nous respirons dans nos poumons. Ça, c'est connu maintenant, vous l'avez étudié dans les sciences, vous le connaissez très bien. Donc, toutes les plantes sont importantes pour nous-mêmes, notre santé. Et quand moi, je coupe ou bien je cueille les fleurs dans les jardins, alors c'est nuisible. Ça va, moi j'ai évoqué, voilà, une idée. Nous passons à la finale maintenant, la traduction. Thème, traduisez en arabe. Dès le 31 décembre 2000, des navigateurs partiront pour une grande course autour du monde. Le navigateur français Bruno Perron participera à la course Zérès cette année. Traduisez en arabe. Je vous ai dit que la traduction pour passer du français à l'arabe, il faut commencer par un verbe. En arabe, on peut commencer par une phrase
verbal. C'est pas comme en français. J'ai le droit même de déplacer les mots. Le déplacement, ça va être utile pour moi pour fabriquer la phrase arabe bien faite, ça va? Et pas les mots-clés. Pas quoi? Les mots-clés. Alors, bon, je passe au passage. اعتباراً من 31 ديسمبر. اعتباراً اللي هي dès le à partir اعتباراً من 31 décembre 2000 سيغادر. Regardez, c'est un verbe arabe غادر partiront. الملاحون navigateurs. الملاحون في سباق رائع. سباق c'est quoi? La course. Grande course. سباق رائع حول العالم autour du monde. الملاح الفرنسي le navigateur français Bruno Biron سيشارك. Je pouvais dire سيشارك الملاح الفرنسي برونو بيرون في السباق هذا العام. Ça aurait été meilleur, mais n'empêche que la phrase passe. Elle n'est pas mauvaise, elle est correcte aussi. Moi, j'ai dit au début, il est préférable. En arabe, on préfère commencer la phrase par un verbe. N'empêche que ça aussi, c'est correct. الملاح الفرنسي برونو بيرون سيشارك. Voilà, سيشارك participera. Regardez comment on traduit le futur avec un signe. Signe et le verbe. سيشارك participera. ساعات بنقول parfois on dit سوف يشارك. سين أو سوف. D'accord? في السباق هذا العام اللي هو the race cette année. Ça c'était le thème. Je passe à la version. Alors, traduisons en français. إن احتياجاتك لتعلم اللغة الأجنبية لا يجب أن يتوقف أبدا، ولا يجب على الفرد أن يتعلم اللغة الأجنبية فقط ليحقق هدفا مهنيا أو أكاديميا مؤقتا ثم يتوقف عن تعلمها، بل يجب أن يستمر في التعلم لأنها خبرة قيمة تسري حياته. كده cherchez le mot clé peut-être. احتياجاتك. كيف احتياجات؟ dire les besoins. تعلم اللغة الأجنبية. apprendre une langue étrangère. Alors, يتوقف أبدا ne peut ou ne doit jamais s'arrêter. Que dire الفرد؟ الفرد on dit la personne ou bien l'individu. Alors, هدفا مهنيا. هدف objectif مهني professionnel. académien académique. مؤقتا provisoire pour un moment précis. يجب il faut. Le verbe devoir aussi, selon le contexte, on va voir si nous avons écrit. خبرة قيمة. خبرة c'est-à-dire expérience. قيمة, valeureuse, chère, précieuse. Il y a beaucoup de mots à dire. On va voir le compte. Regardez, vos besoins d'apprendre. Vos besoins d'apprendre une langue étrangère ne devraient jamais s'arrêter. Pourquoi ce temps-là devrait? C'est un conditionnel présent. Parce que nous parlons de l'incertitude. Comprenez? C'est l'action qu'on souhaite. C'est pas réalisable ou bien elle doit être réalisée. Mais non, on souhaite que tu fasses cela. Vous comprenez? C'est le temps de souhait aussi. Bon, devrait jamais s'arrêter. L'individu, voilà, el fard, ne devrait pas seulement apprendre la langue étrangère pour atteindre, pour arriver à, pour accéder à, atteindre, arriver à, accéder à, atteindre l'objectif, voilà, professionnel ou académique, temporaire, pour un temps limité, provisoire. Et ensuite, cesser de l'apprendre, arrêter, يتوقف عن التعلم, mais devrait continuer à apprendre parce que c'est une expérience précieuse. Précieuse, c'est quoi? قيمة, voilà, qui enrichit, verbe enrichir, تسري حياته, sa vie. Je vous remercie vraiment, mes élèves de la première secondaire, première langue française. Je vous remercie de m'avoir suivi à travers la plateforme officielle et directe du gouvernement, du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement. Et je tiens à remercier à la fin de cette séance notre cher monsieur le conseiller Hossam Amer, le conseiller de la langue française monsieur Hossam Amer. Je remercie aussi mon collègue monsieur Ahmed Ayed qui participe à la préparation et la présentation du contenu linguistique. Vous étiez accompagné de moi-même, Maria Ayed. Merci, à la prochaine. J'espère vous retrouver plus nombreux et nombreuses la prochaine fois. Au revoir.